Thank you for viewing this YouTube archive of a Conscious Consumer Network broadcast. Please feel free to share it far and wide. Check out our weekly broadcast guide for weekly updates on scheduled broadcasts. Help keep us on the air by contributing to our network support fund. You can follow us on Facebook and Twitter or get in touch via email. We thank you for supporting free and independent media. Bonsoir à tous, vous êtes de retour sur le show de Céline Joyce Doué, merci d'être présent. Comme d'habitude, je vais faire un petit hello sur le chat. Donc hello à vous tous. Il y a une belle énergie ce soir, donc comme vous pouvez le constater, je ne suis pas toute seule. Je suis accompagnée d'un beau jeune homme ce soir qui s'appelle Arthur. Donc Arthur, coach, qu'on va découvrir dans quelques instants. Salut Arthur. Salut tout le monde. En tout cas, tu as l'air assez content d'être là, ça fait plaisir. Hein. Tu as le smile, la banane, comme d'habitude, égal à toi-même. Super. Donc, merci. Ouais, merci à toi de m'inviter, c'est ça qui me fait très plaisir. Écoute, ravi que tu sois là. Donc nous sommes en direct pour ce show ce soir, donc c'est la 9e émission déjà, on a commencé le 1er mai cette année. Voilà, donc il y a plein de belles surprises, des nouveaux invités, des sujets assez éclectiques, des sujets différents qui peuvent plaire à tous également, donc ça c'est top. Donc le sujet de notre émission ce soir, Arthur, tu vas nous le rappeler. Tu sais comment je lance le truc. C'est développer son physique. Oui. Alors, voilà. C'est vrai qu'il y a une dimension qui a été très importante pour moi dans mon cheminement personnel dès le départ, c'était la dimension physique, la dimension corporelle. Elle m'a ouvert après à d'autres dimensions, mais pour moi, c'est pour ça que l'idée de tout commence avec le corps, c'est une idée que j'aime beaucoup. Parce que c'est par là que ça a commencé pour moi. D'accord, ok, ça marche. Donc, j'espère qu'on capte, que vous nous entendez, qu'on capte bien. Donc, vraiment, en fait, je voulais juste rappeler donc le sujet de ce soir. Donc, c'est développer sa puissance physique. Voilà, donc on va donner plein de conseils et Arthur va nous expliquer un petit peu ce qu'il fait. Avant, j'aimerais rappeler qu'on est donc là 1 heure ensemble. 1 heure ensemble, c'est l'occasion aussi de poser des questions sur ce que je fais, si pour certains c'est pas clair, pour poser des questions sur certaines lectures d'âme que vous avez pu avoir cette semaine, poser des questions bien évidemment tant qu'Arthur est avec nous à Arthur sur ce qu'il va nous dire, ce qu'il va nous introduire ce soir comme sujet. N'hésitez pas puisqu'on est en direct, donc on va répondre aux questions. Je vois qu'on a Christine. Salut Christine, merci d'être présente. Christine Pretroletsky qui connaît. Hein. Je pense que Arthur, tu l'as déjà rencontré. Christine, comment Pretroletsky, bon, on s'est rencontrés au séminaire Seigne. Elle était là aussi. D'accord. Donc, voilà, donc en fait, on a des gens qui vont nous parler sur le chat tout au cours de l'émission. J'aimerais rappeler 2-3 petites nouvelles, enfin 2-3 petites nouvelles, non, c'est pas une nouvelle que CCN, c'est une chaîne indépendante, non gouvernementale. Donc toutes les donations sont welcome, bienvenue à toutes vos donations pour soutenir la chaîne, parce que sans vous et sans eux, on serait pas là. Voilà, on serait pas là ce soir, on est là pour vous donner des conseils pour les gens qui n'ont pas forcément des coachs individuels privés en one-to-one ou qui n'ont pas forcément les moyens d'investir ou qui veulent juste tout simplement nous connaître. Voilà, en tout cas, dans la joie, la bonne énergie, plein de lumière. Comme d'habitude, je vais répéter ma petite question que je répète à chaque fois dans ce show. Comment vous avez créé de la joie dans votre vie? Donc la joie qui est l'essence de votre véhicule corporel pour passer à l'action. Donc, c'est important que je pose cette question. Comment vous avez créé de la joie sur les 7 derniers jours? Pour ma part, je suis sortie avec une amie à moi
que beaucoup peut-être connaissent, puisqu'elle est dans le développement personnel. Donc, on a fait une petite soirée avec Julie Bouget, qui est ton amie aussi, Arthur, il me semble. Même si c'est certain. Voilà. Donc voilà, beaucoup de projets et pour les gens qui nous suivent, juste je serai sur Nantes, donc à partir de jeudi. Donc jeudi et vendredi toute la journée je serai disponible. Je vais faire un petit tour au MEDEF jeudi, donc rencontrer des dirigeants. Voilà, je suis très excitée justement de me déplacer pour justement rencontrer des gens qu'on ne croise pas tous les jours et voir un petit peu les idées, les idées de table ronde. Et je serai donc avec un ami, donc Didier Renac, qui lui a créé Symbiocratie, qui est une méthode de bien-être dans les entreprises, avec qui je travaille aujourd'hui en partenariat, et je voulais passer ce message parce qu'il sera également un de mes invités sur les prochaines émissions. Donc voilà, pour les gens qui sont un petit peu plus business et management du bien-être, et tous ceux qui veulent retrouver de la vie et au lieu de la survie au travail, on va dire. Donc voilà, en tout cas, il y a de belles méthodes qui existent aujourd'hui, et donc il y a beaucoup d'espoir pour créer de l'énergie positive entre tous. Voilà. Donc, on va rentrer dans le vif du sujet, et dans un premier temps, je vais demander à Arthur si c'est possible de te présenter. Donc, en quelques mots, qui est coach Arthur? En quelques mots, coach Arthur, aujourd'hui, c'est moi. Je dirais, c'est un coach, donc c'est quelque part derrière une approche. J'ai développé ce nom-là parce que c'est un nom comme un autre, hein, j'aurais pu très bien partir sur autre chose, mais ce que je défends un peu derrière et ce que j'ai construit derrière ce nom-là, c'est une approche multidimensionnelle, comme Céline, tu as pu déjà le mettre, en parler un petit peu dans le descriptif de notre conférence de ce soir. Et donc, c'est le fait que, oui, on travaille sur le corps parce que la dimension corporelle est, je pense, très importante, qui que l'on soit. Et c'est aussi, dans l'idée de cette approche multidimensionnelle, la porte ouverte. Le corps, pour moi, est une porte ouverte vers d'autres dimensions. Je parle notamment ici, je sous-entends celle du mental, des pensées, des émotions, et toute la dimension spirituelle avec notre esprit aussi. Je pense que je précise. Oui, vas-y, je t'en prie. Juste avant de continuer dans la méthode, moi je voulais d'abord savoir qui est Arthur, puisque on ne te connaît pas. Autre que le coach. Autre que le coach, tu es un coach, mais avant de rentrer dans cette dimension de justement pourquoi je t'ai invité ce soir, parce que ta méthode est très différente, mais avant de rentrer dans cette méthode, est-ce que tu peux nous expliquer comment tu es arrivé justement rapidement, en quelques mots, peut-être ton parcours rapidement en quelques mots. Super. Écoute, parce que je m'adresse à tout le monde. J'ai étudié à la fac des sports de Lyon, donc j'ai fait au début un cursus très universitaire, mais très terre à terre, et je me suis rendu compte relativement rapidement, en travaillant d'abord avec des athlètes de haut niveau, des athlètes professionnels, et puis aussi des gens, on va dire, du grand public, qu'il y avait dans un effort physique, on ne sollicitait pas que son corps. Il y avait plein de choses qui se passaient à l'intérieur de nous. Et c'est ce qui m'a poussé, moi-même d'abord dans ma pratique, à aller explorer ces autres dimensions et puis à les investir aussi après dans mon accompagnement. Donc c'est simplement, en fait, ça part, mon approche aujourd'hui part de cette prise de conscience que quoi que l'on fasse, et notamment, je dirais, dans le sport, c'est un terrain d'étude et d'expérimentation que je trouve fabuleux, en nous, il se passe énormément de choses. Et je pense que, on est un peu là pour ça aujourd'hui dans notre vie. On est là pour évoluer intérieurement. Et donc, c'est comme ça que, d'un point de départ tout à fait banal,
j'étais un coach parmi tant d'autres, un préparateur parmi tant d'autres, eh bien, je commence à prendre un chemin un peu hors norme. Voilà. Merci. Donc, c'est quoi justement quand on parle de chemin un peu hors norme? Donc, est-ce que tu peux nous faire justement la différence de un coach sportif, comme tu dis, alors on va peut-être pas dire banal, mais commun, on va dire, et un coach justement comme toi qui a mis d'autres dimensions dans ta façon de voir les choses? Alors, là, spontanément, j'ai deux majeures différences qui me viennent en tête. La première, c'est le fait, ça peut paraître évident étant donné ce que je dis jusqu'à présent, que je vais prendre en considération la personne dans son ensemble. C'est-à-dire que je ne vais pas la prendre comme un pantin à qui je vais faire des exercices les uns à la suite des autres. Non, on va aller sur les dimensions internes et donc savoir qu'est-ce qui se passe dans la tête de la personne, dans son cœur, au niveau des émotions, et éventuellement même aller voir un petit peu plus loin si tout ça, ça fait sens pour elle. Ce qui, pour moi, est le début de la spiritualité, la dimension de sens. Donc ça, c'est la première majeure différence, qui est peut-être la plus évidente. La seconde, qui l'est peut-être moins... Si on reprend la première, je vais t'interrompre plein de fois. J'ai plein de questions pour toi. Si je reprends la première dimension, justement, ce que tu es en train de me dire, et dis-moi si je me trompe, mais est-ce que c'est justement sur le fait de prendre chaque individu dans son côté unique, c'est-à-dire que tu nous crées en fait quelque chose, donc plutôt que de rester sur la dimension de ton métier qui est par exemple de travailler, je ne sais pas, X muscles ou telle partie du corps et d'appliquer parce que chaque coach sportif aujourd'hui te fait un programme vis-à-vis des choses que tu as envie de perdre ou des muscles que tu as envie de reprendre, etc. Donc on peut dire que c'est un coaching personnalisé. Mais là, j'ai l'impression qu'en fait, dans ta démarche, tu vas plus loin en fait. Oui, tout à fait. Personnel. Tout à fait. Si on prend par exemple le paramètre de la motivation, par exemple. Chaque personne est relativement unique de ce point de vue, comme peu importe le point de vue qu'on prend, mais là j'en prends un pour l'exemple, celui de la motivation qui est souvent relativement connu parce que quand il s'agit de se mettre au sport, il y a beaucoup de gens qui ont l'envie, le désir, mais pas forcément la motivation. Donc, pour illustrer effectivement cette dimension ultra personnalisée, effectivement, la manière dont je construis la séance simplement du point de vue technique est bien évidemment individualisée. Ça, j'estime que c'est être un coach sportif de qualité. Là où ça va encore plus loin, la raison pour laquelle j'ai utilisé le mot ultra personnalisé, c'est parce que je vais chercher à comprendre la personne, connaître ses mécanismes de fonctionnement pour qu'elle puisse elle-même générer sa propre motivation, parce que c'est tout l'enjeu, et d'ailleurs ça va me permettre de rebondir sur la deuxième différence que je voulais évoquer tout à l'heure si ma réponse répond à ta question-là, et qu'on a fini sur cet aspect-là. Il y a une dimension qui est très importante pour moi, c'est que d'abord, il s'agit de laisser suffisamment de place à la personne. Pour moi, c'est elle qui importe, c'est pas forcément moi. Moi, je suis là simplement pour l'accompagner. Donc, lui laisser suffisamment de place pour qu'elle puisse suffisamment s'exprimer, qu'elle puisse suffisamment, je dirais, être elle-même, de manière à ce que moi, je connaisse et je comprenne exactement qui est-ce que j'ai en face de moi. Il n'y a que de cette manière-là que je peux l'aider à actionner les bons leviers pour que ensuite elle puisse se développer dans toutes ses dimensions. Donc c'est du sur-mesure, c'est de la dentelle un petit peu pour donner une image. Oui, alors ce
que j'entends, alors Arthur, quand je vais parler, en fait, est-ce que tu peux juste mettre le micro sur mute? Alors je sais que c'est pas forcément confortable, mais juste pour qu'on soit bien sûr qu'on nous entende correctement. Merci beaucoup. Alors ce que j'entends effectivement dans ta démarche, c'est que je vais reprendre le jargon des coachs, on va dire, du coach qui a fait une école de coaching normale sur un jargon généraliste. C'est-à-dire que toi, tu vas, en fait, ce que je comprends, c'est plutôt que de dire bonjour madame, quels sont vos objectifs, vous voulez perdre du poids, très bien, je vais vous personnaliser ce programme avec tel exercice, voilà, sur telle partie du corps. Toi, ce que j'entends, c'est que déjà, tu vas aller chercher à l'intérieur de la personne les freins, les limites et les croyances limitantes, comme un coach, on va dire, traditionnel. C'est que tu vas prendre en compte l'état d'esprit de la personne avant même de lui coller donc un programme théorique. C'est-à-dire que tu vas aller chercher l'identité et la particularité des différents freins de la personne et tu vas allier en fait une réponse à ces freins et ces croyances limitantes de la personnalité à ton programme du coach, on va dire, plus traditionnel. C'est bien ça? Oui, effectivement. Alors, t'as abordé là effectivement des dimensions qui font des points qui sont très différents et qui sont un peu des étapes que j'aborde progressivement avec la personne que j'accompagne. Effectivement, je veux m'intéresser à des points très précis que ferait peut-être un coach classique, comme peut-être le passif, les éventuelles blessures, entorses, etc. Donc ça, c'est l'étude, on va dire, de la dimension physique. Sauf que moi, avec mon approche multidimensionnelle, je fais ça sur le reste aussi. C'est-à-dire que je m'intéresse aussi au vécu de la personne. On va peut-être même parfois aller jusque dans les dimensions de blessures émotionnelles. Parce que une personne, par exemple, qui a vécu une forte blessure de trahison, ça va avoir un impact comme les autres blessures, d'ailleurs, mais je prends celui-ci parce qu'il est marquant, sur sa physiologie et sur la manière dont fonctionne son corps, directement en lien avec son inconscient. Donc, il y a sur chacune des dimensions que j'aborde, bien évidemment, il y a une étude de la personne, il y a une analyse qui est faite pour que moi, je puisse encore une fois comprendre cette personne, comprendre qui elle est et quelque part à comprendre aussi ce qu'elle a à dépasser parce que c'est ce qui va transparaître. Déjà, je vais avoir un certain nombre d'indices en échangeant avec elle, mais c'est aussi ce qui va transparaître dans la pratique. Il y a des gens parfois qui sont très étonnés que je puisse relever autant de détails sur une personne, sur son fonctionnement, simplement en faisant une séance avec elle. Parce que, bien évidemment, en fait, ses comportements parlent pour elle. Donc, à partir du moment où on arrive à décoder tout ça, bien évidemment, ça parle. Oui, ce que j'entends. Alors moi, j'ai une question parce que du coup, tu parles par exemple de la blessure de la trahison. Alors, on est dans les 5 blessures de l'âme pour les gens qui nous écoutent et qui ne connaissent pas forcément les 5 blessures de l'âme. Il y a le rejet, la trahison, il y a l'abandon, l'humiliation, et j'oublie toujours un des 5. Hein, la justice, voilà, c'est ça. Donc, effectivement, il y a les 5 blessures de l'âme. Et en fait, toi, ce que tu es en train de me dire, Arthur, c'est-à-dire que moi, alors, je ne veux pas que tu me prennes comme exemple, hein, mais moi ou quelqu'un d'autre, lorsque on vient te voir, est-ce que par rapport à notre physionomie, à nos... Oups, là, il y a eu de la lumière. D'un seul coup, la lumière est apparue. Donc, lorsque on est justement, on vient te voir, est-ce que tu peux finalement, par rapport à notre morphologie, voir directement les blessures? Je sais qu'elle en parle dans son bouquin, j'ai plus son nom, mais les 5 blessures de l'âme, je sais plus, je me souviens plus de son nom, désolée pour l'auteur, en plus c'est génial ce qu'elle fait, mais donc voilà, est-ce que toi tu peux justement voir ce que la personne a travaillé sur son corps et effectivement décoder les blessures? Oui, effectivement, si tu veux, le corps, si la blessure est, on va dire, importante,
il y a, on va dire, on peut être plus ou moins atteint par certains événements, par les blessures émotionnelles qui sont impliquées. Donc, c'est jamais tout noir tout blanc. Ça va être plus ou moins marqué. Et je ne vais jamais me baser, je ne vais jamais formuler une affirmation que sur une dimension. C'est-à-dire que si, par exemple, je vois au niveau de l'aspect, au niveau de son apparence de la personne, qu'elle elle est en surpoids et que ça pointe du coup, ça tend à pointer cette blessure de l'humiliation, c'est quelque chose qu'on peut fortement supposer. Ceci dit, c'est peut-être pas suffisant. Il va falloir aller confirmer ça en échangeant avec la personne, en voyant la manière dont elle se comporte. Surtout, ce qui est très intéressant, c'est que moi, je travaille avec l'outil, un outil qui est la musculation, et donc on travaille toujours en salle. Et donc, c'est très, très intéressant de voir la manière dont la personne que j'accompagne, la manière dont elle réagit, dont elle interagit éventuellement avec son environnement, puisque dans une salle, il peut se passer, c'est un écosystème parfois très intéressant où il se passe des choses, enfin plein de choses qui peuvent venir éventuellement appuyer sur les blessures. Je prends la blessure du rejet, par exemple. Il y a des personnes qui vont être relativement mal à l'aise sur le simple fait de faire un exercice alors qu'il y a du monde autour, parce que ils se disent que ils débutent, ce qu'ils font c'est mal, du coup on va les critiquer, etc. Donc l'intérêt d'avoir investi ces différentes dimensions et d'en avoir une certaine maîtrise aujourd'hui de mon côté, c'est que justement je peux recouper en fait les informations que je relève pour finir avec quelque chose de certain. Alors ce sera toujours à valider par la personne elle-même, parce que parfois on a ça peut m'arriver déjà de me tromper, et puis ensuite il y a des cas parfois qui sont évidents, d'autres qui sont un peu plus complexes. Mais ceci dit, effectivement, le grand intérêt d'avoir développé cette expertise, c'est de pouvoir comprendre la personne que j'ai en face de moi d'une manière très profonde. Un peu de la manière peut-être de certains thérapeutes ou certains coachs, effectivement, comme tu disais tout à l'heure. Ouais. Et donc, moi, j'ai une question par rapport à ça. Est-ce que c'est ta sensibilité parce que par nature, tu es quelqu'un qui a beaucoup d'empathie ou de sympathie et du coup, tu t'es tourné vers cette voie, donc on va dire plus le côté humain, et du coup, tu es là peut-être par rapport à ta mission d'âme, justement pour faire évoluer l'aspect physique en prenant en compte un peu plus l'humain pour qu'il puisse exister et se sentir mieux. Qu'est-ce qui t'a amené en fait à ça, tout simplement, à cette méthode? Écoute, effectivement, je pense que ma sensibilité personnelle a joué en évoluant moi personnellement dans mon cheminement, en évoluant en conscience et puis en commençant à avoir un cheminement spirituel. Je me suis rendu compte que certaines choses qui pouvaient me paraître anodines ou sans intérêt avant, étaient en fait, pouvaient être très très importantes, voire cruciales dans certaines situations, et que quand on est dans l'accompagnement, ça c'est le deuxième point, la deuxième grande différence dont je m'apprêtais à parler tout à l'heure, c'est j'avais parlé de la posture qu'on a en tant que coach, en tant qu'accompagnateur. Je me suis rendu compte que avoir des outils en tant que coach, c'est très très bien. Être capable de faire plein de choses, de comprendre une personne, c'est très bien. Mais surtout, ce qui est très important, je pense, c'est comment on fait les choses. C'est peut-être même plus important que ce qu'on fait, parce que quand on est sur des dimensions, quand on avance avec une personne sur des choses qui sont, on va dire, vraiment des pivots pour elle, c'est-à-dire que si on va chercher une blessure profonde, par exemple, qu'elle arrive à s'en libérer, il risque de se passer beaucoup de choses très intéressantes dans sa vie après. Donc, il faut être, quand je disais, je fais de la dentelle tout à l'heure, il y a une partie de moi qui est très, très, très attentive
à, par exemple, la manière dont je m'exprime, la manière dont j'agis, la manière dont j'interagis avec la personne qui est en face de moi, parce que pour en revenir sur cette notion de sensibilité, un mot mal placé, un mot mal choisi, un geste fait au mauvais moment, effectivement, sur des dimensions si profondes comme celle-là, ça peut avoir des conséquences très néfastes. Donc, je considère que quand on est dans l'accompagnement, la posture et la manière dont on fait ce qu'on fait est très, très, très importante. Donc, je pense qu'effectivement, ça vient de ma propre sensibilité que j'ai ensuite facilement transposée sur autrui avec des dimensions d'empathie comme tu évoquais. Et puis, c'est aussi, comme je le disais, en lien avec moi, mon cheminement personnel et sur le fait que, je pense que ce n'est qu'une manière supplémentaire d'exprimer son amour inconditionnel pour autrui que d'être dans la douceur avec lui, dans l'accompagnement, je dirais, vraiment fluide, quoi, y compris dans cette dimension où on prend soin de l'autre. Ouais, j'entends qu'il y a beaucoup de bienveillance en fait dans ce que tu dis et je pense que c'est très important. Et d'ailleurs, pour rebondir sur ça, j'ai cette semaine reçu une personne donc dans mon cabinet pour une lecture d'âme. Si elle nous regarde ce soir, elle nous reconnaîtra peut-être. Je vais bien évidemment pas citer son nom, mais en fait, ce que je vois actuellement, et je sens qu'il y a beaucoup de gens qui veulent aider, et en fait, je trouve que justement, tu es en train de pousser le curseur sur le fait de faire attention aux mots qu'on emploie et à la bienveillance. Et c'est vrai que j'appelle toujours les gens au discernement, c'est-à-dire que la dame que j'ai reçue m'a fait mal au cœur parce que en fait, c'est quelqu'un qui a voulu investir sur elle-même. C'est quelqu'un qui a décidé en fait de participer et d'investir, donc de donner de l'argent pour grandir, pour évoluer, pour comprendre certaines choses. Et en fait, ce que j'ai ressenti et ce qu'elle m'a dit d'ailleurs, elle a participé à un séminaire dans lequel on lui a donné du contenu qu'elle n'était pas peut-être prête pour entendre. Et pire que ça, on lui a donné du contenu et en gros c'était démerde-toi maintenant quoi. Et franchement, moi j'ai envie de rappeler qu'il y a des choses qui sont quand même importantes au niveau du développement personnel. En tout cas, c'est mon avis personnel et il y a des limites dans comment on peut accompagner des gens et il y a une justesse à avoir en se disant que parfois, moi je le dis concrètement à certaines personnes, je leur dis je ne suis pas la meilleure personne pour vous par rapport à ce que vous souhaitez avoir et donc c'est pas mon rôle de vous aider sur telle particularité, c'est le rôle d'un psy ou c'est le rôle d'un de mes confrères qui sera plus doué que moi dans cette catégorie de vie, ou alors vous êtes venu chercher ce que vous n'allez pas trouver chez moi parce que moi c'est de la lecture d'âme, donc c'est pas une réponse à une question comme une voyante, enfin voilà. Et je pense qu'il faut être juste et surtout avoir la bienveillance de dire aux gens, voilà, je vous ai délivré un contenu et maintenant, parfois, on n'a pas le temps de tout expliquer et faire un plan d'action avec tout le monde. Dans ces cas, la personne revient, mais au moins on répond à ces questions et on l'accompagne dans quelque chose. C'est-à-dire que ce que j'ai pu voir et qui m'a choquée cette semaine par rapport à mon expérience personnelle, c'est que cette personne, en gros, elle se retrouve dans le doute, dans la peur, et elle a des choses inexpliquées qui lui arrivent parce qu'on lui a ouvert des portes sur d'autres dimensions sans précaution. Et en fait, comme si on l'a lâché dans un filet et que maintenant, débrouille-toi, quoi. Donc, je trouve que c'est bien de parler de ça, de parler de bienveillance, de mots qu'on utilise, de posture. Et encore une fois, toujours demander à la personne si elle confirme que tu es toi-même sur le bon chemin parce que tu as ton œil extérieur. Et je trouve que tu fais les choses avec beaucoup de bienveillance et je trouve que c'est rassurant pour tous, quoi. Et c'est aussi pour cette raison que j'ai voulu t'inviter parce que je trouve que tu es jeune, tu es très humble. D'ailleurs, avant de te poser une question pour qu'on continue sur tout l'aspect justement
du côté de la musculation et du sport et pourquoi aussi c'est important d'avoir un corps sain parce qu'il y a des gens qui se disent que ouais, c'est tiens, d'ailleurs, réponds-moi à cette objection d'une personne qui pourrait dire mais attends Arthur, c'est complètement superficiel que de faire de la musculation ou de s'occuper de son corps. Yes, c'est une très bonne objection. Alors, juste avant d'y répondre, j'ai envie de renforcer ce que tu viens de dire juste à l'instant sur cette dimension de bienveillance. Pareil, ça faisait partie des notions qui, il y a quelques années, me semblaient bon, bah c'est bien, faut être sympa avec les gens, ça s'arrête là. Non, en fait, c'est bien plus. Et je tiens à sensibiliser les gens qui nous écoutent ce soir là-dessus, aussi sur ce que ça implique pour eux. Ça a été une prise de conscience très récente ces derniers jours, pour moi, dans mon cheminement personnel, de me rendre compte que parce que j'avais parfois un peu un conflit intérieur, parce que je me retenais de dire à certaines personnes ce que je pensais qui était bon pour elles, ce qui peut d'ailleurs être très prétentieux, même quand effectivement on pourrait apporter une bonne solution à quelqu'un, bon bah si c'est pas son cheminement de passer par là, qui on est pour lui dire qu'il faut passer par là. Mais bon, on est humain, il y a des gens à qui on tient, notamment plus les gens sont proches, plus on a tendance à être exigeant avec eux. Et je me suis rendu compte, bon, j'ai eu ma période où je pouvais pas m'empêcher, il fallait que je dise ce que je pensais, il fallait que je donne des conseils. Bon, maintenant, je sais que c'est pas toujours une bonne chose, mais il y a parfois encore ce conflit en moi de me dire ah, il faudrait que je dise ci, il faudrait que je dise ça, et puis bon, je me retiens parce que je connais parfois l'issue qui n'est pas forcément constructive. Et je me suis rendu compte que la raison pour laquelle j'étais parfois très exigeant avec certaines personnes autour de moi, c'est parce que j'ai été très exigeant dans le passé avec moi-même sur certains aspects. Et donc, parce que j'ai été parfois être très exigeant, c'est aussi parfois être dur. Donc, parce que j'ai manqué de bienveillance et peut-être de douceur avec moi-même, eh bien, je tends à reproduire la même chose sur mon entourage et peut-être même avec moi-même. Alors, bon, aujourd'hui, je suis sensibilisé à cette notion-là, mais j'avais vraiment envie d'appuyer là-dessus pour dire en fait combien ce qui semble se passer à l'extérieur, ben, ce n'est qu'un miroir de ce qui se passe en nous, comme c'est bien connu, et comme on n'arrête pas de le redécouvrir dans notre cheminement spirituel. Donc, ouais, alors, ouais, juste avant, on va pas arrêter de se couper, à toi, moi. Non, parce que ce que tu viens de dire, en fait, juste pour parler de ce que tu as dit, ce qui se passe à l'intérieur, c'est ce qui se passe à l'extérieur. En fait, je voulais juste insister sur ce point dans le sens où, effectivement, par rapport à nos pensées, par rapport à en fait, on matérialise ses pensées. Alors, ça paraît un peu bizarre ce que je dis, mais vraiment, on matérialise ses pensées dans le sens où l'extérieur n'est qu'une empreinte énergétique finale. Donc, lorsque des gens disent oui, j'ai attiré ça dans ma vie, ou alors il s'est passé ça, ou j'arrête pas d'avoir de la malchance, etc. Eh bien, pensez déjà à quel type de monde à l'intérieur de vous avez créé et finalement, quel type de monde s'est manifesté à l'extérieur. Et voilà, juste insister sur, c'est une empreinte génétique finale. Donc, ça part de toutes les dimensions qu'on ne voit pas, tout ce qu'on va créer à l'intérieur et voilà, l'empreinte génétique, et on va attirer à nous, effectivement, plus j'augmente ma vibration, plus je suis dans la joie et plus je vais attirer des gens qui vont me regarder avec de la joie ou qui vont en vouloir, donc qui vont avoir un côté positif, d'accord? Donc ça, voilà. Donc, ma fameuse objection, parce que je suis sûre que beaucoup de personnes attendent la réponse. Donc, écoute, le corps, c'est superficiel et je ne vois pas pourquoi je devrais m'en occuper. Alors, je peux tout à fait comprendre ce positionnement-là, et je le respecte d'ailleurs. La raison pour laquelle, pourtant, malgré le fait de le respecter, moi je suis en désaccord avec cette idée-là, c'est parce que
J'aime beaucoup cette idée, je ne sais plus qu'est-ce qui a dit ça, que le corps, c'est le temple de l'âme. Bon, bah, pour moi, c'est même plus que ça, c'est le corps de notre cœur émotionnel, de nos pensées, notre mental, et puis bien évidemment de notre esprit, notre âme. Dans cette dimension quelque part de temple, donc qui abrite quelque chose de sacré, mais qui est sacré en lui-même, je pense qu'il y a beaucoup de symbolique. C'est pour ça que j'aime beaucoup cette image. Moi, j'aime bien poser la question, comment est-ce que on peut s'aimer soi-même lorsqu'on ne prend pas soin de ce dans quoi on est incarné. Donc notre enveloppe corporelle qui nous permet d'avoir cette expérience terrestre qui, à mon sens, est extraordinaire, qui peut être aussi désagréable qu'agréable par un moment. Je pense que c'est pas le but, hein. Le but c'est d'évoluer avant tout. Donc c'est pas toujours confortable, mais c'est comme ça. Il faut accepter le deal. Je pense qu'on l'a accepté avant de s'incarner, il faut s'en rappeler. Donc, comment on peut développer de l'amour inconditionnel pour autrui si on ne s'aime pas déjà de manière inconditionnelle? Pour moi, c'est quelque chose qui est tout simplement impossible et qui d'ailleurs mène à bien des conflits relationnels, puisque quand on a un vide d'amour qu'on ne se donne pas à soi-même, ben, on va se servir de l'amour que nous donnent les autres pour combler ce vide. Et c'est là qu'on développe des attentes dans nos relations et c'est là que notamment dans les relations sentimentales, ça peut donner un joli feu d'artifice. C'est-à-dire, je ne comprends pas. Voilà, on s'écarte un petit peu du sujet, mais je vais faire une petite parenthèse. Si j'ai besoin que ma chérie me donne de l'amour parce que je m'en donne pas suffisamment à moi-même, ben c'est que quelque part, je vais me servir de ce qu'elle m'apporte, donc quelque part je vais me servir d'elle. Donc est-ce qu'on est dans l'amour inconditionnel, est-ce qu'on est dans vraiment l'amour avec un grand A pour quelqu'un quand quelque part on se sert de lui pour combler l'un de nos besoins? Je suis pas tout à fait sûr. Donc je pense qu'il est indispensable d'être capable de s'aimer soi complètement pour être capable d'aimer complètement l'autre pour qui il est et pas forcément pour ce qu'il nous apporte. De ne pas être dans une dimension justement d'une relation intéressée. Alors encore une fois, c'est jamais tout noir, tout blanc. On n'est pas avec quelqu'un parce que on a besoin de lui d'un stop. Bien évidemment, il y a de l'amour entre ces deux personnes dans ce qui concerne la relation de couple. Mais bien souvent, ce qui justement donne cette relation parfois de dépendance sentimentale ou parfois je dirais de conflits relativement forts entre deux personnes, à mon sens, c'est justement cette dimension d'attente parce qu'on a besoin de l'autre et donc on attend de lui qu'il nous apporte ce dont on pense qu'il doit nous apporter. Alors après, il y a tout un tas de schémas, de croyances par rapport au couple. Je ne vais pas rentrer là-dedans, c'est pas du tout le sujet, c'est ça. Non, mais c'est pas le sujet, mais c'est ce que je dis souvent. En fait, je représente. Moi, je suis pas une coach des couples, je suis une coach de la transformation. Par contre, ce que je peux dire sur le couple, juste, c'est que, en gros, il y a beaucoup de gens qui vont chercher quelqu'un dans leur vie et ils vont chercher à être en couple parce que si tu prends, par exemple, la personne et que tu la coupes en deux, tu vas dire que tu as un côté vide et un côté rempli et qu'en fait, tu vas aller chercher quelqu'un pour remplir ce côté-là. Alors, est-ce qu'on parle d'un complément ou d'un supplément? Dans ce cas-là, on va parler d'un complément. On complète, je ne sais jamais. Tu parles d'un complément, je pense. Oui, là, effectivement. Alors, il y a cette notion de complément. Moi, alors, pour moi, quelque chose qui est complémentaire, c'est quelque chose qui vient compléter. Alors, je comprends tout à fait la notion que tu cherches à développer, parce qu'effectivement, pour moi, les autres, dans ce que tu cherches, là, le terme supplément a une notion intéressante, parce que je considère qu'il est d'abord important d'être heureux avec soi-même, et ensuite de partager, d'échanger d'honneur pour aller encore plus loin avec autrui. Voilà, donc c'est ce que c'est dans cette dimension qu'effectivement, le terme, je trouve, supplément est intéressant. Moi, il y a une image que il me semble important de casser quand on parle du couple, c'est l'idée que deux personnes forment
un truc entier. Donc chacun est une moitié. Non, non, ça fonctionne pas du tout comme ça. On a deux personnes normalement entières qui forment une troisième entité qui est le couple. Mais renier une partie de soi, sa moitié à soi, pour ne former qu'un avec une autre personne, bon bah déjà c'est faire une croix sur la moitié de soi. Et effectivement, ça peut être, comme tu étais en train de le dire, le fait de justement parce que il y a une moitié de soi dont on ne prend pas soin, et ben on va essayer de la remplacer par la moitié de l'autre. Non, ça ne fonctionne pas comme ça. Donc ouais, c'est vraiment tout ce que je dis. Bon, par rapport exactement par rapport au coaching du couple, je vois trop de gens qui portent tout leur focus. Ils vont se focaliser effectivement à trouver quelqu'un qui va leur permettre d'être eux-mêmes. Mais en fait, ça ne sera jamais eux-mêmes s'ils ne sont pas eux-mêmes avant de trouver cette personne. Et pour en revenir à ça, effectivement, c'est souvent l'exemple que j'avais donné par rapport à tu es comme tu es là, tu vas trouver quelqu'un, tu n'as pas envie de faire ça parce que si la personne ou t'existes plus. Donc du coup, tu es là, il est là et vous vous croisez et vous échangez des choses, mais vous gardez un côté de dépendance, d'indépendance chacun de vos deux mondes. Et je pense que j'ai vécu ça et je pense que beaucoup de gens l'ont vécu et effectivement, ça fait mal quand la personne s'en va, puisque du coup, il y a une partie de toi qui manque. Donc, bon, c'était une petite parenthèse sur le couple. Et moi, j'encourage tout le monde à se sentir plein avec soi-même et de ne pas avoir besoin justement d'avoir quelqu'un dans sa vie pour vivre et être heureux. En tout cas, si vous êtes dans la lutte permanente de je ne suis pas heureuse parce que je suis seule, ou je ne suis pas heureux parce que je suis seule, alors posez peut-être posez-vous les bonnes questions vous devriez finalement avoir comme objectif d'être heureux tout seul. Et bien sûr, comme supplément, avoir quelqu'un qui va être un intensificateur, je ne sais pas comment on dit, de bonheur, en fait, tout simplement. Et je voulais juste... Pour moi, ce cas-là, et on va terminer là-dessus sur la dimension couple, c'est très représentatif justement du fait qu'une personne a des attentes par rapport à autrui, parce que si elle n'est pas pleinement bien avec elle-même, pleinement heureuse seule, ben c'est que dans sa représentation déjà, c'est qu'elle a besoin de quelqu'un d'autre, d'un partenaire pour être bien, pour être seule, pour être bien d'être heureuse, pardon. Et donc là, ben tout de suite, on sait direct que cette personne-là, elle va mettre des attentes de fou sur l'autre parce qu'elle va faire reposer son bonheur sur l'autre. Alors que c'est une dimension interne, absolument pas externe. Donc, enfin, ouais. Pour moi, c'est très représentatif. Donc, j'ai une question. Donc, par rapport au corps, est-ce que tu voulais ajouter quelque chose? Parce que j'ai un truc qui me vient en tête, en fait, c'est... Tout à fait. Alors, tu vois, il y a des personnes... Je voulais te... Ouais, tu voulais finir sur ce point, parce que j'ai une autre question. Yes. Mais vas-y. Après, note-la bien, garde-la, et puis je réponds juste après. Oui, je commençais à dire tout à l'heure, pour répondre à le corps, c'est superficiel. Donc, je commençais à dire qu'absolument pas, parce que pour moi, c'est déjà un apprentissage de l'amour de soi. On peut très bien apprendre à s'aimer en bossant d'autres dimensions. Mais c'est pas pour autant que on peut se passer de celle du corps. Pour moi, c'est très très important d'être capable de prendre soin de ce temple. D'autres l'appellent le véhicule. Bon, je trouve que temple, c'est un peu mieux au niveau symbolique et c'est un peu plus honorant pour le corps. Et deuxième chose, eh bien, c'est que justement, si on prend cette image de véhicule, encore une fois que je ne suis pas forcément fan, eh bien, il ne faut pas oublier que on est peut-être des entités spirituelles qui font une expérience humaine plutôt que l'inverse, ce que je trouve d'ailleurs très très pertinent. Et justement, parce qu'on a choisi de faire une expérience, je dirais, matérielle, eh bien, c'est extrêmement important d'être dans la matière. Bien sûr, il ne faut pas être que dans la matière. On en vient à
l'histoire des extrêmes, hein, jamais tout noir, tout blanc. Mais pour moi, quelqu'un qui est 100% dans la spiritualité, ce qui donne parfois ce que j'appelle de manière imagée des percées, des gens qui sont complètement déconnectés, ils ont la tête dans les étoiles mais pas les pieds sur terre. Pour moi, c'est pas mieux que quelqu'un qui est à fond dans le matériel et qui est que dans le plaisir, l'accumulation de biens, tout ce qu'on veut. Pour moi, les deux sont dans les extrêmes. Les deux ont peut-être à apprendre l'un de l'autre, les deux encore beaucoup à cheminer. Et il n'y en a pas un qui vaut mieux que l'autre pour moi. Il n'y a pas de dimension de valeur à ce niveau-là. Et donc justement, j'aime beaucoup cette image d'avoir la capacité d'avoir la tête dans les étoiles et les pieds sur terre, parce que c'est justement d'ailleurs, il y a une symbolique très forte derrière cette image, l'idée que l'homme est à la jonction du ciel et de la terre. Bon, on va pas rentrer dans la symbolique encore une fois de divin, etc. Mais je trouve ça justement très très intéressant de réaliser, de comprendre, de prendre conscience que eh bien l'expérience matérielle, on l'a choisie. Ce n'est pas que de l'expérience matérielle parce que nous sommes des êtres spirituels, mais qu'on est bien dans les deux, l'un et l'autre, comme dit l'un de mes mentors. Et donc, c'est encore une fois une histoire d'équilibre. Et donc, forcément, il faut prendre soin de cette enveloppe qui nous permet de communiquer entre notre âme à l'intérieur, notre esprit, et puis tout le reste, notre monde qui nous entoure. Alors, je suis tout à fait d'accord avec toi et moi par rapport à ce que tu dis, en fait finalement pour moi ce qu'on appelle la transition planétaire ou ce qu'on appelle justement l'évolution de la conscience, ce qu'on appelle également la fin d'un monde pour un nouveau monde ou l'ère du poisson et l'ère du Verseau, en fait je pense que chaque être donc, que je peux appeler chaque être de lumière ou alors chaque être missionné, qui se sent missionné, chaque personne qui veut faire du bien et chaque personne qui veut apporter en fait à autrui et être justement dans apporter à l'humanité, c'est quelqu'un qui a compris justement qu'on devait être un propre équilibre entre matière et spiritualité. Et c'est pour ça qu'en fait, moi, je sais par rapport à ma base que je suis business, mais je suis spirituelle parce que j'apporte de la spiritualité dans le business parce que en fait, on va, je pense que tous les êtres, que ce soit toi, que ce soit plein d'autres gens que je rencontre et des personnes absolument fabuleuses, elles prennent justement la dimension humaine dans le matériel. Et je pense que quelque part, on est en train de créer l'équilibre et je te vois comme un adulte justement qui est venu en tant que mission d'incarnation à faire ça aussi parce que tu as déjà conscience de ça et je voulais rappeler que tu es jeune. J'ai plus de 10 ans de plus que toi. Hein, bon, je sais que ça se voit pas. Mais ce que je veux dire, c'est que voilà, tu es jeune et tu as cet éveil et cet éveil, elle est là pour quelque chose parce que finalement, moi, je te vois comme un pionnier dans le monde du sport, dans le monde des salles de sport, musculation, où on a tendance à voir des mecs, on se dit ouais, ils sont hyper baraques, ils n'ont rien dans la tête. Moi, en fait, ce soir, tu es une preuve que tu es en train d'apporter justement cette dimension humaine et spirituelle et dire que effectivement le corps est important. Alors, moi, j'aimerais rebondir sur le véhicule versus temple. Moi, j'aime beaucoup la notion du véhicule. Pourquoi? Parce que ça bouge, parce que c'est dans l'action et que si notre corps est un temple, je ne le ressens pas vraiment en mouvement. Donc, pour moi, c'est la notion du corps, du véhicule corporel. C'est parce que, et je dis très souvent véhicule, parce que j'aimerais que les gens n'oublient pas qu'il faut être tourné vers l'action. Et c'est souvent ce qui se passe aussi pour reprendre ma lecture d'âme, quand les gens me disent « Ah mais oui, mais maintenant je viens d'entendre ma mission, mais qu'est-ce que je dois faire, comment les choses vont arriver et est-ce que ça va me tomber dessus comme ça, est-ce qu'on va venir ?» Non, on ne va pas venir vous prendre par la main pour faire les choses, c'est à vous de vous prendre par la main et d'aller vers des gens qui peuvent vous aider ou d'aller tout simplement vous-même vers votre chemin. Et tout à l'heure, tu l'as dit justement, donner des conseils. Tu as parlé de ça et j'aimerais rebondir sur ça parce que en fait, quand on donne des conseils, on donne des conseils aux gens qui en demandent. Et ça, c'est très important parce que quand on a pleinement envie d'aider, et il y a beaucoup de thérapeutes, de coachs, et
moi, parfois je dois faire l'erreur, ou toi ça t'est déjà arrivé aussi, d'aller aider des gens alors qu'ils ne vous ont rien demandé et ça va créer parfois des conflits. Donc les gens, si vous sentez que vous pouvez les aider, vous pouvez dire éventuellement, quand je t'entends effectivement, je pourrais t'aider si tu le souhaites, ou en tout cas j'ai ça et ça à te proposer, mais demandez la permission à l'autre et n'empiétez pas, parce que moi je l'ai fait vivre à certaines personnes et je l'ai vécu aussi dans l'autre sens et ça peut vraiment être dérangeant. Voilà. Et en fait, moi, je voulais revenir également sur une image. Alors là, ça va peut-être faire un déclic chez les gens. Mais en gros, il y a une image qui me revient où on dit ton corps n'est pas une poubelle. C'est-à-dire que, en gros, quand tu manges de la process food, donc c'est-à-dire de l'alimentation qui a été dans différents process et modifiée, ou du fast-food, en fait, après, quand tu prends du poids et quand tu vois que tu as toute cette graisse, etc., en fait, c'est comme si tu avais chargé ton corps, comme si ton corps, c'était une poubelle et que tu avais mis plein de déchets dedans. Alors, bon, malheureusement, parfois, on est attiré par manger des conneries et des cochonneries et tout ça. Mais c'est vrai que cette notion j'avais vu comme un espèce de photo d'une fille qui était bien dans sa peau. Alors, on parle entre mince ou maigre, hein, on a le droit aussi d'avoir des formes et d'être, voilà, et d'une personne qui était grosse, en fait. Et en fait, à côté, ils mettaient la quantité de nourriture qu'ils avaient mangée pendant une semaine. Et c'était horrible à voir, en fait. Et je pense que ces images-là, elles percutent. Et je voulais donner également un outil de coaching que je trouve moi sympa. C'est d'avoir des archétypes, c'est-à-dire vous allez chercher chez vous 2 ou 3 femmes ou 2 ou 3 hommes auxquels vous ressemblez et vous mettez les mots-clés pourquoi vous voulez ressembler à ces gens, et puis vous les gardez en tête. Voilà. Prenez l'image de cette femme, pourquoi vous voulez ressembler à cette femme, est-ce que c'est son ventre, sa poitrine, ses jambes, son visage, et en fait vous allez vous rapprocher mentalement grâce à vos pensées de cette personne. En tout cas, moi, je pense que par la visualisation, on peut également atteindre notre objectif. Moi, je voulais justement savoir, Arthur, quels sont les conseils, que ce soit par exemple en nutrition ou des outils simples que tu pourrais donner aux gens qui n'ont pas forcément un coach privé particulier. Qu'est-ce qu'ils peuvent faire chez eux, ou qu'est-ce que tu peux leur donner comme tips? Ok, super. Alors ouais, effectivement, j'allais revenir sur les axes qu'on a donnés un petit peu, puisque on n'a pas encore parlé jusqu'à présent, pour faire un lien entre ce qu'on disait et justement cette partie-là, et sur rebondir sur effectivement l'idée que le corps n'est pas une poubelle. Que ce soit d'ailleurs dans un sens comme dans l'autre, hein, parce qu'on y met des choses, plein de choses de mauvaise qualité, ou parce qu'on y met d'ailleurs pas beaucoup de choses de pas forcément meilleure qualité aussi, pour moi, c'est négliger son corps. Donc ça revient même encore une fois, c'est deux extrêmes, est-ce que l'un est mieux que l'autre? Je suis pas sûr. Ce qui d'ailleurs reviendra encore une fois sur le fait que même quand on est quelqu'un de très engagé spirituellement, c'est très important de mettre de la valeur sur son corps, parce que si on parle par exemple de ces dimensions pensée, émotion, qui peuvent nous sembler ne pas du tout être en lien avec le corps, en fait, c'est en constante interaction. Moi, quand je bosse avec certains de mes clients, l'une des premières choses dont je leur fais prendre conscience, parce que on le verra, je vais le dire là dans les conseils vis-à-vis du sport, il y a quelque chose qui est très très important sur lequel travailler, c'est la posture et les muscles posturaux. D'ailleurs qui sont parfois qui sont très bien mis en avant dans certaines pratiques comme le pilates, le yoga, et puis on a d'autres pratiques qui sont tellement stéréotypées comme la musculation, qu'on pense que c'est de la gonflette et qu'il ne se passe rien au niveau de tout à ce niveau-là. C'est complètement faux. La base de la musculation, justement, c'est la posture. Bon, j'y reviendrai juste après. Tout ça pour dire que l'une des premières choses que je fais faire à mes clients, c'est leur faire tester différentes postures. Et ils se rendent compte relativement rapidement que cela a une forte influence sur leur ressenti
leurs émotions, voire même forcément du coup leurs pensées, puisque les deux sont déjà en forte interaction. Généralement, ça, les gens arrivent bien à comprendre. Mais il y a un troisième élément dans cette interaction, c'est un triangle un petit peu, il y a le corps aussi, qui n'arrête pas d'interagir avec les deux là. Et c'est tout à fait le cas aussi sur d'autres aspects, mais la posture en est très représentative. Donc, encore une fois, si vous voulez avancer dans votre cheminement spirituel, déjà, ça me paraît relativement indispensable d'inclure le corps parce que il y a des endroits où vous allez être limité parce que je pense qu'il y a besoin d'une excellente hygiène corporelle pour arriver à faire certaines choses, à moins qu'après, justement, on arrive, je pense, dans certaines dérives comme justement l'utilisation de certaines aides externes. Je pense notamment à certaines personnes qui, pour mieux entrer en transe ou autre, utilisent champignons, etc. C'est très intéressant de savoir que des gens qui sont très à l'aise avec leur corps, qui ont une bonne maîtrise de leur corps, ça c'est pas moi qui vous l'apprendrai, arrivent bien mieux à avoir leurs expériences spirituelles avec. Donc voilà, simplement pour faire la transition sur l'importance, encore une fois, de prendre soin de votre corps. Et dans la description, Céline, que tu avais marqué, il y avait la musculation, le sport ultime. Alors, j'aime bien mettre ça sous forme de question, parce que, c'est pas une affirmation, c'est quelque chose qui, aujourd'hui, pour moi, fait sens, parce que comparé à la multitude d'autres sports qui existent, on a la capacité en musculation d'avoir un travail à la fois extrêmement complet et extrêmement qualitatif, ce qui n'est pas possible, à ma connaissance, dans d'autres pratiques. Et donc, pour moi, c'est un peu justement, ça représente un petit peu le sport ultime. Alors, encore une fois, c'est à nuancer parce que si certaines personnes sont très très bien dans d'autres pratiques, il n'y a absolument aucune raison qu'elles arrêtent tout pour se mettre à la musculation. Éventuellement, si elles veulent développer un aspect complémentaire, très bien. Mais c'est pour ça, je tiens à apporter une nuance. Je suis donc, moi, un fort promoteur de la musculation parce que, comme je le disais tout à l'heure, on a un travail de base qui est celui de la posture. Alors aujourd'hui, les salles, parce que elles préfèrent avoir le moins de personnel possible, elles vous mettent de plus en plus de machines pour que ce soit de plus en plus sécure et de plus en plus facile d'accès. La base de la musculation, c'est pas du tout des machines guidées, c'est des barres et des haltères. Et donc, dans la réalisation de n'importe quel exercice, on a une base qui est toujours la posture. On a ensuite tout un tas d'autres choses, travail cardiovasculaire, par exemple, qu'on pourrait retrouver dans la course, tenter que on sache utiliser la musculation correctement. Et puis, on a un travail musculaire qui, lui, est excellent pour d'autres systèmes que le système musculaire, comme le système hormonal, le système immunitaire, enfin bref, tout est en lien dans le corps. Et donc, c'est très intéressant d'aller chercher un petit peu tous ces leviers, sans que ce que, encore une fois, permet la musculation, raison pour laquelle c'est moi mon outil privilégié sur le plan physique. Et puis, l'autre grand avantage, la raison pour laquelle j'ai fait reposer ma méthode là-dessus, c'est parce que il est beaucoup plus facile pour moi de s'observer, donc par exemple de développer cette dimension de pleine conscience quand on est sur un exercice défini avec un nombre de répétitions défini, enfin bref, quelque chose de très séquencé, plutôt que par exemple si on veut aller courir. La raison pour laquelle je n'ai pas développé toute mon approche multidimensionnelle avec la course, par exemple, c'est parce que ça marcherait beaucoup moins bien. Donc, il y a vraiment un grand nombre d'avantages, que ce soit même sur la dimension d'intelligence émotionnelle, qui est une autre grande dimension de mon coaching. C'est vraiment un outil qui s'adapte extrêmement bien. Maintenant, si on rentre dans le pratico-pratique, qu'est-ce que vous pouvez faire dans tout ça? Il y a un des exercices de base que je peux vous partager
qui est vraiment, si tu veux, c'est la base sur tous les plans, c'est par exemple le gainage. Le gainage qui est un excellent travail postural, sur lequel j'ajoute un travail au niveau des pensées dans un premier temps et des émotions ensuite. Il est très intéressant de... Oui, oui, oui. Oui, excuse-moi. Donc, pour les gens qui ne savent pas trop ce que c'est le gainage, Oui. est-ce que tu peux... Alors, tu vas imaginer que tu nous parles et qu'on est des enfants de 3 ans et qu'on ne comprend pas ce que ça veut dire, d'accord? Comme ça, parce qu'il faut donner aux gens, voilà, il y en a qui savent, d'autres qui ne savent pas. Donc, juste pour être sûr que... Voilà, qu'est-ce que ça veut dire gainage et qu'est-ce que je fais techniquement dans la matière concrètement? Alors, le gainage, c'est par exemple, si une personne qui ne veut pas se mettre vraiment au sport dans un premier temps, c'est pas une de ses priorités. S'il y a bien une chose qu'elle doit faire, c'est le travail de gainage qu'on retrouve d'ailleurs. Pour moi, encore une fois, c'est l'une des bases de la musculation, même si c'est pas forcément ce qu'on voit ou l'image qu'on peut en avoir au premier abord. Et c'est pas pour rien que ça se retrouve dans d'autres approches comme le pilates et le yoga. Qu'est-ce que c'est exactement? C'est simplement le fait de travailler la posture idéale du corps humain. Donc, simplement, c'est l'idée de se tenir droit en étant parallèle au sol. Parce que bien évidemment, on va utiliser la force de gravité pour intensifier le travail. Quand on est tout droit, eh ben, il y a nos articulations et nos os qui se superposent les uns aux autres. Donc, même si on bosse un petit peu, on a des muscles posturaux qui nous permettent de rester debout, le travail est léger. Par contre, si je me mets à l'horizontale, eh bien là, alors que ce soit de face, que ce soit sur les côtés, que ce soit du dos, là, il y a un travail postural qui est beaucoup plus important. Donc, il y a l'exercice de base du gainage, l'un des exercices de base qui est très connu, qui s'appelle la planche, parce que simplement, c'est l'équivalent d'une position, la position de pompe, sauf qu'au lieu d'avoir les bras tendus, eh bien, on a le coude qui repose sur le sol. On a le coude en contact avec le sol. Donc, ça, c'est un exercice vraiment très basique qui peut être fait très régulièrement pour avoir déjà une bien meilleure posture et éviter, quand on commence à fatiguer, c'est pas mal du tout. Pour les gens qui passent beaucoup de temps assis, moi j'en fais partie. Hein. D'ailleurs, il m'arrive généralement j'ai une station de travail qui est debout. Je fais en sorte que mon bureau soit en station debout, ce qui est bien mieux que la position assise. Mais voilà, pour des gens par exemple qui sont assis souvent dans la journée, donc encore une fois, je pense que ça nous concerne tous plus ou moins, hein, on a tendance petit à petit à s'avachir. Déjà, c'est très mauvais pour la posture, première chose. Ça crée tout un tas de problèmes qui sont pas si anodins que ça, qui peuvent paraître anodins, mais qui ne sont absolument pas. Pour vous faire le lien avec les émotions, par exemple, encore une fois, comment vous vous tenez quand vous êtes déprimé? On est avachi. Forcément, c'est vrai dans un sens comme dans l'autre. Si je suis déprimé, je vais m'avachir, mais si je suis avachi, je vais aller chercher la déprime aussi. Et quand on se tient droit, quand on se tient bien, c'est exactement la même posture que quand on est joyeux, par exemple. C'est pas un hasard non plus, notre corps ne fonctionne pas par coïncidence ou par hasard. Donc, ce travail postural, ce simple petit travail-là peut déjà pas mal aider à combattre tous les petits aspects malsains de notre quotidien. Alors, on a inventé plein de choses super bien, notamment du point de vue technologique. Ceci dit, que ce soit le téléphone qui nous fait baisser la tête, qui n'est pas toujours très bon pour les cervicales, que ce soit l'ordinateur qui nous avachit, qui nous fait baisser la tête. Enfin, bref, il y a des choses qui n'étaient pas des priorités pour les gens qui ont conçu la technologie et qui pourtant sont très importantes à respecter. Donc, je disais tout à l'heure, ce travail de gainage, c'est vraiment l'un des basiques. Si on ne devait faire qu'une seule chose, ce serait ça. Moi, ce que j'ajoute au niveau mental dans un premier temps, émotionnel ensuite, c'est un peu de pleine conscience. Parce que je pars du principe que à partir du moment où on n'a pas conscience de quelque chose, on ne peut pas le changer. D'ailleurs, un choix qu'on fait
sans conscience, c'est pas vraiment un choix qu'on a choisi. C'est un choix qui est déterminé peut-être par la manière dont on a été éduqué, par ce qui nous a été transmis, par peut-être certaines valeurs qui nous ont été véhiculées par notre environnement. Enfin bon, bref, tout un tas de choses, mais c'est pas forcément nous. C'est pas forcément nous qui l'avons décidé. Donc c'est très intéressant de remettre la conscience au premier plan, de faire un maximum de choses en conscience. Donc, ça s'applique également au sport. Quand on fait notre gainage, si on met un petit peu de conscience là-dessus, Céline, c'est un petit exercice que tu as déjà expérimenté. J'invite toujours les gens que j'accompagne à verbaliser tout ce qu'ils ont dans la tête. Pourquoi? Parce qu'ils vont se rendre compte que au bout d'un moment, quand ils ont tendance à vouloir abandonner l'exercice, ils commencent à se sortir, dépenser une petite routine, je fais toujours le style, le mouvement de la manivelle, parce que c'est tout de suite un cheminement qui sort et qu'on connaît bien, et pas seulement dans le sport. C'est long, c'est dur, je vais pas y arriver, etc., etc. Si vous avez d'ailleurs suffisamment de recul par rapport à ce que vous pensez de manière générale, vous vous rendrez compte que c'est des choses que vous pensez facilement quand vous êtes dans une situation d'inconfort. Pas que d'inconfort physique, ça peut être un inconfort social ou autre. Et donc, c'est la force de mon coaching, c'est que tout ce qu'on voit est très transversal. D'ailleurs, c'est très intéressant de voir comment, au fil des séances, les gens font évoluer leurs autres domaines de vie. Bon, petite parenthèse, je reviens sur l'idée de conscience. Vous allez vous rendre compte que, eh bien, effectivement, on sort sa petite rengaine de ce que j'appelle l'impuissance acquise. C'est nous-mêmes qui nous rendons un petit peu impuissants en nous disant oh, je vais pas y arriver, on se fait de l'autosuggestion que on va échouer. Donc pour changer ça, la première étape, c'est d'en avoir conscience. Donc ce petit exercice de verbaliser, il est très très intéressant, il peut sembler anodin, mais il est d'une puissance vraiment très forte. Et puis quand on est capable de faire ça avec ses pensées, on peut aller un peu plus profondément avec les émotions. Parce que quand on va être justement dans cette situation où on va se dire ah non, j'en peux plus, c'est difficile, etc. Et que on va se rattraper, on va se dire non, j'y vais, j'ai envie de le faire, qu'on va avoir ce petit conflit peut-être au niveau de nos pensées, et on va peut-être avoir un petit conflit au niveau de nos émotions aussi. Il y a une partie de nous qui va peut-être être frustrée, qui va se sentir contrainte, alors qu'il y en a une autre qui va vouloir un truc à tout prix. Et donc, pour pouvoir s'aligner complètement, et donc forcément, de la même manière que quand on est aligné dans un projet, ça va beaucoup mieux dans le sport, quand tout notre être, que ce soit notre corps, nos pensées, nos émotions, va dans la même direction, on fait un bien meilleur exercice et on a bien plus de résultats. D'ailleurs, pour ça que ma méthode marche très très bien sur le niveau, si on se centre sur le résultat physique, c'est parce que quand tout le corps, quand tout notre être, parce que justement simplement le corps va dans une même direction, on va beaucoup plus vite, ça marche beaucoup mieux, c'est beaucoup plus fluide. Donc, comme je le disais, une fois qu'on est capable de faire ça avec ses pensées, on fait ça avec nos émotions, et on se rend compte que le sport, en fait, c'est pas que du corps, et il s'y passe plein de choses intéressantes. Donc voilà, déjà un petit exercice qui est extrêmement simple, mais qui, par sa pratique et par sa répétition, peut déjà nous emmener très 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 loin dans notre profond intérieur. Ok, bon, merci beaucoup pour toutes ces explications. C'est très complet, Arthur, quand tu parles. Il y a beaucoup d'informations. Merci en tout cas. Je réfléchissais à quoi? Je réfléchissais à la nutrition. Donc là, il est 22h10. Est-ce que tu veux nous toucher 2 mots sur la nutrition? Avec plaisir, avec plaisir. Alors, ce qu'il est important de comprendre en nutrition, c'est que c'est quelque chose de, comme d'ailleurs l'entraînement, c'est quelque chose d'extrêmement individuel. Donc, on a bien évidemment des principes qui découlent de notre fonctionnement physiologique qui est un peu le même pour tout le monde. Ceci dit, ce fonctionnement physiologique, c'est un paramètre parmi d'autres. C'est un paramètre important, mais ensuite, il y a toutes nos particularités déjà génétiques, on va dire, et ensuite, il y a tout ce qui vient se greffer là-dessus,
il peut y avoir nos croyances, il peut y avoir nos blessures, il peut y avoir la manière dont on gère notre stress, enfin, il peut y avoir même, bien évidemment, notre hygiène de vie. Donc, il y a tout un tas d'autres paramètres qui rentrent en compte et qui font que la nutrition est un aspect extrêmement individuel. Et encore une fois, c'est ce qui fait aussi la pertinence de mon approche, c'est que, comme on le disait au tout début, c'est par là qu'on a commencé. Pour moi, je fais dans la dentelle, c'est du sur-mesure. C'est d'ailleurs, je ne vais pas revenir là-dessus, on a déjà parlé pas mal tout à l'heure. Donc, ce que je peux donner quand même, malgré ça, c'est comme c'était important pour moi de commencer par là, ce que je peux donner malgré ça, c'est que le b.a.-ba, c'est de manger vraiment équilibré. Alors, on a l'impression d'entendre ça tout le temps, et les gens ils vont se dire « Ah, mais tu nous apprends rien là ». Eh bien, je vais aller un petit peu plus loin dans ce que signifie équilibré. On va voir si c'est aussi simple que ça. Ça veut dire dans un premier temps que on a besoin d'un apport, je dirais, varié, riche, mais encore une fois, qui ne va pas favoriser un élément plutôt qu'un autre. Donc, si on parle d'aspect un petit peu technique, dans la nutrition, on a deux, on va dire, deux moyens de catégoriser ce qui existe en termes d'aliments. On a une manière de diviser, c'est selon les macronutriments, l'autre, les micronutriments. Qu'est-ce que sont les macronutriments? Ce sont les glucides, donc ce qui est sucre lent et sucre rapide. On a les lipides, qui sont toutes les matières grasses, et on a les protéines, qui sont principalement viande, œufs, poissons, les produits laitiers également, et puis on a certains végétaux qui contiennent aussi pas mal de protéines. Mais principalement, on va dire que c'est viande, œufs, poissons. Donc ça, c'est, on va dire, ce qui va nous permettre de dissocier les différents apports des aliments au niveau de leur rapport quantitatif. Au niveau de leur rapport qualitatif, on va là parler de micronutriments. Qu'est-ce que sont les micronutriments? Ce sont toutes les vitamines, minéraux et donc antioxydants. Donc pour revenir à cette notion d'équilibré, il est très important d'avoir un apport en lipides. On a pendant longtemps pensé que c'était l'ennemi juré parce que ça faisait prendre du poids. C'est relativement faux, surtout quand on fait du sport, les lipides sont très bien utilisés. Lipides, c'est matière grasse. Comme Alors, je vais en profiter pour donner les bonnes matières grasses à utiliser un maximum. Donc, oui. Dans tout ce qui est huile, vous avez l'huile de coco qui est excellente. Je commence par celle-ci pour que vous la reteniez parce qu'elle n'est pas toujours connue alors qu'elle est excellente. L'huile de coco. On a tout ce qui est... Vita Coco pour le beurre. Vita Coco pour le beurre, mais il ne faut pas faire de... Vita Coco, ouais, c'est du beurre. Ça remplace le beurre. Vous avez l'huile de colza qui est très bien, très bonne parce qu'elle contient beaucoup d'oméga 3. Je n'ai pas le temps de vous expliquer l'importance des oméga 3 et pourquoi il faut les favoriser dans votre alimentation, mais sachez que c'est très... on a tendance à être très déséquilibré entre notre rapport en oméga 3 et en oméga 6. Donc il faut rééquilibrer la balance en favorisant un maximum les oméga 3, qui sont très importants pour un tas de choses dans notre fonctionnement de notre corps. Il y a ensuite d'autres huiles qui sont peut-être un petit peu moins connues, comme celle de lin, celle de noix, celle de noisette, qui ont des propriétés relativement intéressantes. Celle qu'il faut éviter, c'est l'huile de tournesol, parce qu'elle, justement, elle contient beaucoup d'oméga 6, et donc ça va encore plus déséquilibrer votre rapport. Et bien après, il y a toutes les huiles. Alors, l'une des raisons pour lesquelles il faut favoriser le poisson, c'est parce que les huiles de poisson, qui sont donc contenues dans le poisson que vous achetez, contiennent elles aussi beaucoup d'oméga 3. Donc, encore une fois, il est grand temps d'arrêter de diaboliser les graisses. Bien évidemment, encore une fois, il faut en manger de manière raisonnable, donc pas trop. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que à chaque repas,
Si par exemple, si je prends la base d'une salade, alors on va pas manger une salade à tous les repas, mais je prends ça pour que l'idée soit plus simple, la représentation puisse mieux se faire. Si on mangeait par exemple une salade à tous les repas, et ben 2 cuillères, oui c'est ça à peu près 2 cuillères à soupe, 2 cuillères à soupe d'huile, que ce soit d'huile de coco, d'huile de colza, celle que j'ai citée, c'est très bien. Donc c'est peut-être bien plus que ce que certaines personnes se représentent. Et puis bon après, vous pouvez mettre l'équivalent dans votre poêle quand vous cuisinez, etc. Donc première chose, les lipides, très important à ne pas négliger. Notamment, je pourrais vous parler de plein de choses, pas que pour le système musculaire, pour le système nerveux aussi, il y a très important les lipides. En ce qui concerne les glucides, sachez que, je vais peut-être le mettre en dernier, ce sera plus facile pour la compréhension. Les protéines, pareil, très important. En fait, il faut comprendre qu'une protéine qu'on ingère, c'est la base de quasiment toutes les réactions chimiques, enfin en tout cas d'un très grand nombre de réactions chimiques qui se passent dans notre corps. Donc que ce soit dans nos organes, quels qu'ils soient, dans nos tissus, même dans notre cerveau, enfin bref, c'est très important. Pareil, là, il ne faut pas en manger trop ni pas assez, le juste équilibre. Il y a une petite mesure que je peux vous donner. Pour ça, un sédentaire qui fait pas ou peu de sport, entre 1,3 et 1,5 grammes de protéines par kilo de poids de corps et par jour, c'est très bien. Alors qu'est-ce que ça veut dire là-dessus? Parce que certains, je les ai perdus dans l'histoire. Ça veut dire que pour une personne qui fait, par exemple moi, on va prendre une personne qui fait 100 kg, ce sera plus simple pour le calcul. Donc une personne qui fait 100 kg, encore une fois, c'est simplement pour simplifier le calcul, 1,5 fois, donc 1,5 g par kilo de poids de corps et par jour, ça veut dire que cette personne, en une journée, devrait consommer environ 150 grammes. Alors, j'ai dit tout à l'heure 1,3 à 1,5, donc ce serait entre 130 et 150 grammes. Oui, c'est bien ça. Non, je dis une bêtise. Attends. Oui, si. Bon. Ça me paraissait un peu gros, mais j'ai pris une personne de 100 kg, c'est pour ça que c'est bien plus important que la norme. Donc oui, c'est ça. Ce qui fait pour une personne, je dirais, si on prend le 2 fois moins, une femme qui n'a pas une très forte corpulence, qui en ferait 50, et ben ce serait aux alentours de 65, 70, 75 grammes de protéines. Sachant que après, une fois qu'on a cette moyenne-là, encore une fois, on n'est pas au gramme près. Si un jour on en fait 60, l'autre jour on en fait 80, c'est pas bien grave, ça finira bien par s'équilibrer à la fin du mois. Faut savoir ceci dit que dans 100 grammes de viande, d'œufs ou de poisson, il n'y a pas 100 grammes de protéines. Donc c'est là que c'est intéressant de regarder la composition alimentaire de ce qu'on achète, parce que par exemple dans 100 grammes de viande, on a à peu près, dans une viande de qualité, on va voir à peu près 30 grammes de protéines. Donc, quand on en a mangé 100 grammes, on a fait, pour la personne dont je parlais tout à l'heure, on va dire 65 grammes, 70 grammes à peu près par jour, c'est la moitié, tout juste. Donc voilà, il faut après un petit peu mettre un peu la main à la pâte, regarder la composition de ce qu'on achète, et puis encore une fois, c'est pour avoir une idée globale. On n'est absolument pas au gramme près. Donc, je vous ai parlé des lipides, importants. Gardez l'idée que 2 cuillères à peu près par exemple, d'huile pour les huiles végétales, c'est très bien. Gardez cette notion de 1,3 à 1,5 grammes de protéines par jour par kilo de poids de corps, c'est très bien. Et enfin, les glucides, sachez que c'est là principalement pour vous donner de l'énergie. Donc, c'est quelque part ce qui est le plus négligeable. Si dans un repas, vous devez négliger quelque chose, négligez-moi le riz, les pâtes. Après, il y en a d'autres qui sont moins connus, comme la patate douce, tout. Après, il y en a qui sont... Donc ça, c'est les plus concentrés. Tout ce qui est céréales, c'est ce qui est les plus concentrés en glucides. Donc c'est là où on va avoir le plus d'énergie. Il faut savoir que si on ingère de l'énergie qu'on n'utilise pas, elle va se stocker.
Si je caricature, en gros, toutes les personnes qui enfin, il y a beaucoup de personnes qui sont en surpoids, qui ont des habitudes par leur éducation alimentaire, des pâtes, du riz, etc. à chaque repas, ce qui fait que, bon, bah, s'ils n'en ont pas besoin, l'énergie qu'ils ingèrent, elle se stocke. Et donc, bah, l'une des raisons pour lesquelles c'est l'élément qui peut le plus fluctuer quelque part et celui qui va le plus varier en fonction de ce que vous avez besoin ou pas, c'est bien celui-ci, parce que si vous en ingérez trop, déjà, c'est pas très bon pour vous, vous allez prendre du poids, avec toutes les problématiques que ça peut comporter. Et puis, ben, si vous en prenez pas ou peu, sachez qu'il y a toujours un petit peu de glucides, par exemple, dans les légumes. Donc, ben, si vous n'avez pas de pâtes ou pas de riz dans votre plat, c'est pas un problème, vous tomberez pas par terre non plus. Sachez que pour quelqu'un qui fait peu de sport, des féculents à un repas par jour, c'est largement suffisant. Deux, encore plus, il n'y a absolument pas besoin d'en manger à tous les repas. Donc voilà pour ces dimensions, dans ce que j'appelle, c'est pas moi qui l'ai appelé comme ça, mais ce qu'on appelle les macronutriments, pour vous donner quelques repères. Et enfin, pour ce qui est des micronutriments, sachez que alors ils sont présents partout. Alors sauf dans la nourriture de mauvaise qualité, c'est pour ça que tout ce qui est fast-food, etc., c'est vraiment à éviter, voire même à bannir. Ça nous remplit, mais ça ne nous nourrit pas. Exactement, il y a un concept que j'ai abordé très rapidement qui est celui des calories vides. C'est-à-dire qu'on a un apport en macronutriments, que j'ai évoqué tout à l'heure, mais on n'a pas d'apport en micronutriments. C'est-à-dire qu'on va apporter de l'énergie à notre corps, on va dire un peu de la matière première, mais on ne va pas du tout lui apporter l'aspect qualitatif de cette matière première, qui est toutes les vitamines, minéraux, oligo-éléments, qui sont extrêmement importants pour notre fonctionnement global. Donc, quand on fait un fast-food, il faut savoir que on prend beaucoup de nourriture qui est de mauvaise qualité, donc qui va pas forcément faire du bien, par exemple, à notre système digestif, parce que il va peut-être avoir plus de mal à le digérer, qui fait pas du bien non plus au reste, parce que ça fait plus de boulot pour nos reins. Déjà que les gens s'hydratent pas beaucoup, donc leurs reins tournent difficilement. Si en plus on ajoute de la nourriture de mauvaise qualité, on est mal parti. Et je vous parle pas du tout des liens émotionnels entre vos différents organes. Enfin bref, on en reste là pour l'instant. Donc déjà, on part dans la mauvaise direction, et en plus, on développe facilement, enfin relativement rapidement, tout un nombre de carences, parce que cette nourriture, c'est que des calories et c'est pas des vitamines et des minéraux. Donc, encore une fois, les micronutriments, vitamines, minéraux, se trouvent absolument dans tous les aliments. Ceci dit, il y a certains aliments, comme les fruits et les légumes, par exemple, qui en contiennent beaucoup plus. Mais encore une fois, il est question de diversité, et j'en reviens une fois de plus à cette dimension d'équilibré. Vous avez certaines vitamines qui se trouvent que dans certaines matières grasses, certaines huiles, par exemple. Donc encore une fois, pour souligner l'importance des matières grasses, encore une fois, dans un apport raisonné, si vous voulez éviter les carences, c'est important. Donc j'ai fait une grande réponse pour cette dimension d'équilibrer, parce qu'il faut savoir qu'à partir du moment où on mange de bonne qualité, tout est très intéressant. Alors encore une fois, s'il y a des choses à éventuellement limiter ou se passer, ce serait plutôt les glucides. Mais encore une fois, sachez que tout est important. C'est quelqu'un qui ne mange absolument pas de glucides, il ne va pas tenir la route longtemps, il va être très fatigué et il ne pourra pas faire grand-chose dans sa journée. Donc, ils ont leur importance, bien évidemment aussi. Voilà ce que je peux dire. Rapidement, Arthur, parce que là, on va bientôt finir l'émission. Est-ce que tu peux nous dire, en gros, parce qu'on entend un peu de tout, il y a des régimes dissociés. Après, il va y avoir des régimes suivant les carences des gens. Il va y avoir des régimes également suivant justement des problèmes de diabète, de cholestérol. Il va y avoir, après, je pense que tout ça, il va falloir modifier tout ça aussi par rapport à qui on est et les problèmes qu'on a. Ce que je voulais dire juste, c'est est-ce que tu encourages les gens à sauter des repas
Est-ce que tu encourages les gens à manger plus de 3 repas par jour? Ou est-ce que tu encourages également les gens à plus manger le matin et rien manger le soir? Qu'est-ce que tu pourrais dire rapidement en 1 minute 30 secondes? Ça marche. Alors oui, s'il y a des gens qui nous écoutent dans le chat qui veulent poser des questions, d'ailleurs, je vous en prie, allez-y. Ça me permettra de du coup vous apporter des réponses bien plus spécifiques. Pour te répondre, Céline, je n'encourage absolument pas à sauter des repas. Déjà parce que il y a un paramètre qui est très important à respecter, c'est notre faim. La vraie faim, hein, pas parce que je rentre pas, on n'a pas le temps de rentrer dans tous les aspects, les liens émotionnels, mais parfois on a faim parce que on veut tasser nos émotions. Notre corps est fait de telle sorte que notre cœur émotionnel est exactement au même endroit, à peu de choses près, que notre estomac. Donc dès qu'on va avoir envie de fuir une émotion, eh ben là, un bon moyen de le faire, c'est de remplir l'estomac parce que l'émotion en question n'a plus la place de s'exprimer. Donc, juste une petite parenthèse pour vous signifier, par exemple, un exemple de vraiment du lien fort qu'il existe entre les émotions et la nourriture. Mais là, je parle donc de la faim physiologique. La vraie faim, celle qui est exprimée par votre corps, elle est extrêmement importante. C'est pas pour rien que votre corps vous envoie un signal qu'il est temps de manger. Donc, ce signal, il est important de le respecter. Ensuite, notre corps, il fonctionne sur un mécanisme d'osmose. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est un terme que je pourrais passer des heures à vous expliquer, mais si je vous donne une définition très simple, c'est en gros, le corps aime ce qui est le plus régulier possible, ce qui est le plus lisse possible. Donc plutôt que de faire un apport, donc manger, pas manger pendant très longtemps et encore manger, etc., le corps, lui, il aime bien ce qui fait le moins de variations possible. Vous avez pu me voir, par exemple, boire tout au long de cette conférence, très souvent, parce que c'est encore plus vrai pour l'hydratation. Plus on boit souvent, j'ai jamais bu plus d'une ou deux gorgées, par contre, ça a été extrêmement régulier parce que ça respecte le mieux possible le corps humain. Donc, je déconseille fortement de sauter des repas, c'est aller à l'encontre du fonctionnement de notre corps, et en plus, on met en place des mécanismes qui sont parfois à l'inverse de ce que aimeraient créer les gens. Les gens, par exemple, qui aimeraient perdre du poids, qui se disent, bon, bah, je sautais un repas, en fait, ils vont, malgré eux, encore plus stocker, parce que notre corps qui fonctionne sur un certain nombre de ces mécanismes, sur un mécanisme de survie, eh bien, il va se dire, oula, les apports, ils diminuent, faut que je fasse des réserves parce que je sais pas quand c'est la prochaine fois que je vais manger ou je sais pas combien de repas on va sauter là d'ici les jours prochains. Donc, je stocke un maximum, comme ça, je suis sûr que j'ai ce qu'il me faut. Donc, ce qui est très utile quand on cherche à survivre et qu'on n'a pas forcément à manger tous les jours, mais ce qui n'est pas du tout pertinent aujourd'hui, nous, dans notre mode de vie, et ce qui va bien à l'encontre de quelqu'un qui veut perdre du poids. Donc, à la fois, c'est pas le fonctionnement de notre corps, et en plus, ça peut nous être délétère à différents niveaux. Je peux vous conseiller, donc, pour revenir sur cette dimension d'osmose, de faire des plus petits repas, mais d'en faire plus dans la journée. C'est notamment un moyen, c'est une stratégie qui est utilisée par les sportifs parce que c'est un moyen en fonction de ce qu'on mange, c'est très variable, hein, mais pour eux, de pouvoir ingérer plus de calories parce qu'ils en dépensent énormément en s'entraînant. Mais même pour une personne qui n'est pas forcément un sportif ou qui est peu sportive, le fait de faire des plus petits repas, de faire des repas légers, ça peut être très intéressant, ça peut encore une fois faciliter la perte de poids parce que ça a la propriété entre autres d'augmenter la vitesse à laquelle tourne le métabolisme, donc de nous faire dépenser plus d'énergie au quotidien, et puis ça peut aider à mieux contrôler la faim qui n'est pas physiologique, la faim un peu mentale ou émotionnelle. Enfin bref, j'ai pas le temps de rentrer dans les autres. C'est trop spécifique là. D'accord, ça va. C'est très intéressant, mais c'est très spécifique et on a vraiment 3 minutes maintenant pour yes.
l'émission parce que ça fait 1 heure et demie qu'on est là. Yes. Et c'est très enrichissant et on voit que tu as plein de choses à dire et encore et encore. Moi, ce que je voulais, c'est plus une réponse genre est-ce qu'on fait 3 repas ou 5 repas? On en fait 4 ou 5. On va dire, on en fait 3 qui sont peut-être un petit peu plus importants, avec 2 collations par exemple. Parce que c'est un peu un non-sens de manger, on va dire, le matin, mettons à 8 heures, de manger ensuite à midi, et après le prochain repas, de le faire le soir à 20 heures. Il s'est passé 8 heures entre midi. C'est complètement aberrant. C'est dans nos codes sociaux. Et est-ce que tu conseilles, par exemple, aux gens qui, comme moi, n'ont pas mangé ce soir, de manger quoi qu'il arrive avant d'aller se coucher ou de se dire il vaut mieux pas? Pour les gens qui finissent de travailler tard ou voilà, Bonne comme question. moi, par exemple. Alors, c'est tout l'intérêt de faire des collations. C'est-à-dire que, bon, si là, par exemple, entre ton précédent repas, qui était peut-être à midi ou à 13 heures ou peut-être à 14 heures, et là, tu n'as pas encore dîné, si tu t'étais fait 2 collations, par exemple, à intervalle de 2-3 heures, tu aurais eu un apport régulier tout au long de ton après-midi. Ça aurait été impeccable. Donc tu n'as pas besoin de manger. Et en plus, le soir, tu aurais pu te faire un petit repas. Par exemple, tu te fais encore une fois, c'est important, là je disais tout à l'heure, ça va me permettre de rebondir sur ce que tu disais, un petit apport en protéines, très important. Ça peut être un petit morceau de charcuterie, ça peut être une boîte de thon que tu vas t'ouvrir rapidement, ça peut être un œuf que non, tu vas mais faire. là, en fait, ma question, c'est vraiment, par exemple, là, 22h30, tu n'as pas mangé parce que tu es sorti, tu as travaillé. Est-ce que tu manges ou tu ne manges pas? Fais-toi un petit repas qui va, je te conseille, léger. C'est pour ça que j'allais te parler juste après là peut-être de légumes pour accompagner ton apport en protéines. Ouais, mais quelque chose parce que si tu vas faire un gros repas maintenant, le problème c'est que tu vas digérer pendant que tu vas dormir et ça va diminuer la qualité de ton sommeil. Voilà, d'accord. Okay. Donc un petit truc léger, c'est très bien. Voilà, ok. Donc tu conseilles quand même aux gens de manger même s'ils sont dans Oui, encore une fois, surtout si tu n'as pas mangé de tout l'après-midi, c'est important que tu apportes. Mais je voulais, voilà. Mais oui, si, j'ai pris une collation, mais juste pour dire aux gens, effectivement, si c'est déconseillé de manger à partir d'une certaine heure ou non. Parce qu'il y a beaucoup de croyances, en fait, finalement. Il y a plusieurs courants de pensée, il y a plusieurs conseils, des conseils qui parfois se contredisent. Moi, je te fais confiance parce qu'on a quand même oublié de le signaler. Mais Monsieur Arthur est champion d'Europe Mais oui, Arthur, donc tu l'as pas dit, mais Pardon? Actuellement, je suis le troisième. J'ai fait une compétition en bodybuilding donc la fin de l'année dernière et j'ai fini troisième dans une compétition européenne dans ma catégorie. Alors c'est pas troisième d'Europe, hein, dans ma catégorie. Mais effectivement, bon, c'est un titre. Oui, c'est un titre et donc moi ça montre, c'est le titre tel qu'il soit. En tout cas, on a vu, moi, on voit tes photos sur ton site, donc c'est AB Coaching ou ABC Coaching. ABDC Coaching. Mais je pense que ABDC Coaching. Voilà. De toute façon, ça sera mis dans les liens, etc. Mais voilà, on peut voir que tu prends ton job au sérieux, que toi-même, tu es un exemple inspirant pour plein d'autres et que tu nous prouves ce que tu dis, tu nous prouves ce que tu fais et en fait, rien qu'en voyant la sculpture de ton corps et les exercices que tu fais, tu es crédible. Et ça, c'est important, en fait, je pense, d'inspirer et être leader par l'exemple. Donc voilà. Un leader, c'est quelqu'un qui incarne, selon moi. C'est là le point de départ. Donc, voilà, c'est ça. Donc, voilà, si on n'incarne pas, c'est pas la peine de guider. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Donc, Arthur, il est 22h35. Je sais que tu as encore tout plein de choses à dire, j'en suis sûre. Mais on va devoir arrêter cette émission. Et puis, on remercie les gens qui nous ont suivis ce soir. Merci Christine, je ne sais pas si tu es toujours là. Les gens étaient peu bavards, mais voilà, ils poseront des questions ultérieurement sur les commentaires YouTube quand cette vidéo sera postée d'ici 48 heures. Donc, j'aimerais rappeler aux personnes également que la semaine prochaine, on parlera d'un sujet un peu sensible puisque c'est un sujet basé sur une expérience que j'ai eue avec une personne qui a eu un accident de voiture
et qui était dans le coma, donc avec qui j'ai pu en fait avoir de l'information sur photo dans son état d'esprit avant coma, pendant coma, et à qui j'avais donné des informations au réveil. Et donc j'aurai un retour justement de sa fille que je connaissais, voilà. Donc ça sera un sujet un peu plus sensible, un peu plus tourné vers des capacités psychiques et médiumniques, non pas pour que je me mette en avant uniquement, mais pour montrer aux gens que ça marche et qu'il faut en prendre conscience parce que ça va bien évidemment agir sur la manière dont traitent les infirmières sur cette personne, sur les personnes malades, les personnes qui sont dans le coma, qui peuvent être parfois manipulées comme de la viande. On en reparlera, donc c'est un peu violent et voilà. En tout cas, ça a été un plaisir de t'avoir reçu dans cette émission de CCN. Voilà. Merci pour ta belle énergie, ton humeur, ta belle humeur. Et tu n'as pas eu le temps de nous partager que tu allais voir toi-même les archétypes, donc tes plus grands archétypes à la base, et que tu as passé 3 mois aux États-Unis. Donc il n'y a pas si longtemps que ça, et que je trouvais également que c'était à citer parce que justement tu fais preuve de que toi aussi tu continues comme chacun d'entre nous à grandir et à passer à l'action et te donner les moyens d'y arriver, malgré que, comme tu le dis sur ton site, tu viens pas forcément d'une grande ville où tout le monde dans ton village faisait du sport, hein. Donc non, c'est juste pour dire aux gens que finalement, même si on est quelque part et qu'on n'est pas dans une capitale et qu'on est un peu excentré d'une grande ville, eh bien on peut aller vivre 3 mois à Los Angeles comme tu l'as fait, voire 4, et se donner les moyens d'approcher les gens qu'on honore et les archétypes qu'on a dans notre vie. Donc je voulais dire félicitations pour tout ça. Je fais un condensé d'informations pour voilà. Donc c'est les gens découvriront un peu plus s'ils veulent sur ton Facebook ou sur ton site, et ils pourront prendre contact avec toi et les nouvelles méthodes que tu apportes également dans les entreprises, dans les clubs et en individuel. Voilà. Super, bah, écoute Céline, j'ai passé un très bon moment. Comme tu as pu le voir, hein, parfois il faut m'arrêter, comme tu l'as très bien fait, parce que c'est toujours plus qu'un plaisir, c'est une passion de vous partager tout ça. Et donc, ouais, il faut savoir mettre une limite parfois. Et du cadre de mes séances, qui est une structure que je connais bien, effectivement, je peux partir et en raconter pas mal. Mais encore une fois, vraiment un grand plaisir. Merci encore Céline de m'inviter. Et puis, je reviens avec plaisir si jamais tu as... dans une seconde, ouais, la suite ou si jamais toi je sais pas, tu confrontes différentes approches, différents professionnels, j'en sais rien, enfin bref, je suis ouvert à... Ouais, on pourra faire... justement, c'est intéressant que tu dis ça, puisque j'ai acheté un Polaroid pour prendre les personnes que j'ai en fait en lecture d'âme qui ont certaines missions sur certains domaines de vie, et je vais créer effectivement des tables rondes et connecter les gens pour qu'ils puissent échanger et évoluer ensemble sur un domaine. Donc merci, parce que effectivement ça serait intéressant de confronter différentes idées et puis de trouver une idée commune pour qu'on crée tous ensemble et avoir un mot chacun. Voilà, donc merci Arthur, merci beaucoup à vous qui nous avez suivis, et puis tout simplement on vous embrasse et donc on marque la fin de cette émission et on vous retrouve bien évidemment sur l'émission Transcendance dans une semaine, mardi prochain à 21h. Je vous embrasse. Ciao. Bonne continuation à tous et au plaisir. Ça marche. Ciao. Bye bye. Conscious Consumer Network was designed to create a live broadcast TV network for free and independent media and has been live on the air since the 1st of January 2015. CCN gets millions of minutes watched every month and is viewed in over 140 countries
having produced around 1,400 shows and counting. And you know, it's very hard to get on the mainstream media, of course, the corporate media that's getting tighter and more monopolized and more restrictive for any outside information. The live broadcasts are free to view and all shows are archived in high definition on YouTube. CCN plays host to a stellar team of broadcasters and producers, all of whom rely on the network to get their message and information out to the world. CCN has continued to evolve, constantly seeking to create greater media usage and opportunities for both broadcasters and viewers, including supporting projects such as the newly launched ConsciousCommunities.org, a brand new social media platform that is free to use and has been created for those dedicated to the pursuit of freedom, justice, peace and sustainability to come together and co-create the solutions to a better world. Due to the constant heavy usage, we are in need of replenishing and replacing of key hardware and infrastructural wear and tear. This includes the fixing and replacing of parts of the live broadcast equipment system, as well as increasing storage capacities for content and projects. Without this, CCN and its affiliate projects will simply not be able to continue. Conscious Consumer Network is a publicly funded project, and it is up to you all to keep CCN on the air. Support our funding drive with a donation or become a monthly pledger. We thank you all for supporting free and independent media.